allons passer au concept concernant les zones, et les LSA. Si je reviens ici, OSPF peut être utilisé dans certains réseaux avec très peu de réflexion sur les problèmes de conception architecture. Il est possible d'activer OSPF dans tous les routeurs, placer toutes les interfaces dans la même zone unique, généralement la zone 0. C'est possible, ça marche. Toutefois, les réseaux OSPF plus grands ne fonctionnent pas bien dans le cadre des architectures à zone unique. Je pense que j'avais prévu une topologie comme ça, je vais vérifier. C'est le 22, je pense. Donc, toutes les fois, les réseaux OSPF plus grands ne fonctionnent pas bien dans le cadre des architectures à zone unique. Imaginez maintenant un réseau d'entreprise avec 900 routeurs au lieu de 11, avec plusieurs milliers de sous-réseaux. Tel qu'il s'avère, cela va nécessiter plus de temps au CPU d'exécuter l'algorithme SPF sur toutes ces données de topologie. Parce que la formule SPF s'exécute sur la base de données, donc la base de données contient les données de topologie. Par conséquent, le temps de convergence OSPF, le temps nécessaire pour réagir aux modifications du réseau peut être lent. Ce n'était pas le bon projet, je vais vérifier si j'ai un autre. OSPF CCNA, je pense que c'est celui-ci, essayons. Ok, là aussi ce n'est pas le bon. Ce n'est pas grave, nous pouvons créer un nouveau projet, CCNA zone. Snap to grid, view grid. Ok. Par conséquent, le temps de convergence OSPF V2, le temps nécessaire pour réagir aux modifications du réseau peut être lent lorsque nous avons une seule zone avec plusieurs routeurs. Les routeurs peuvent également manquer de RAM, ok? Parce que plus de messages il y a, le routeur doit réfléchir et ça fait fonctionner le routeur. Donc, il y a des relations avec la mémoire du routeur. Des problèmes supplémentaires avec la conception à zone unique comprend les éléments suivants. Donc, ça c'est une zone unique, excusez. Les éléments suivants, lesquels? Ok. Une base de données topologique plus volumineuse nécessite plus de mémoire pour chaque routeur. L'algorithme SPF nécessite une puissance de traitement qui croît de façon exponentielle par rapport à la taille de la base de données de topologie. Un seul changement d'état d'interface n'importe où dans le réseau oblige chaque routeur à exécuter un nouveau SPF. Dernièrement, j'étais en train de dire, imaginez que vous avez un réseau, vous avez un routeur en Chine, un routeur en Russie, un routeur en Afrique, un routeur au Brésil, vous avez des routeurs partout, ok? Une interface et vous mettez tous ces routeurs dans OSPF Area 0, ok? Area 0. Par exemple, cette interface est down, cette interface au routeur est au Brésil par exemple. Cette interface est down. Tous les routeurs, le routeur qui est en Chine, en Russie, je sais pas en Afrique du Sud, tous ces routeurs doivent recalculer les informations parce qu'ils sont dans la même zone. Ça n'a pas de sens logiquement du point de vue géographique, ok? Pourquoi est-ce que un routeur qui est là-bas? Voilà, bref. Donc, un seul changement d'état d'interface n'importe où dans le réseau oblige chaque routeur à exécuter un nouveau SPF. La solution consiste à prendre le seul grand LSDB, donc cette base de données, et le diviser en plusieurs LSDB. Plus petit en utilisant les zones OSPF. Donc, lorsque nous créons des zones, en d'autres termes, ce que nous faisons, c'est que nous divisons la base de données, nous divisons le LSDB. Avec les zones, chaque lien est placé dans une zone spécifique. SPF fait ses calculs compliqués sur la topologie à l'intérieur de la zone et la topologie de cette zone uniquement.
Donc, en d'autres termes, à partir du moment où nous créons les zones, ce qui va se passer, c'est que nous aurons une zone ici, là, par exemple, que nous allons appeler le Area 1. Nous avons une zone ici que nous allons appeler le Area 2. OK? Si un événement se passe dans la zone 1, la zone 2 n'est pas obligée de reconverger. OK? Parce que ça s'est passé dans la base de données de la zone 1. Vice-versa. Par exemple, un réseau de 1000 routeurs et 2000 sous-réseaux repartis en 100 zones ferait en moyenne 10 routeurs et 20 sous-réseaux par zone. Le calcul SPF sur un routeur ne devrait traiter que la topologie d'environ 10 routeurs et 20 liens plutôt que 1000 routeurs et 2000 liens. OK? Vous voyez qu'il y a un impact considérable, ok? Si le calcul doit se faire sur ces 1000 routeurs et 2000 liens, ok, c'est énorme. Par contre, si le calcul ne se fait que sur 10 routeurs et 20 liens, il y a vraiment une réduction considérable. En réseau, vous allez souvent entendre parler, pas seulement en réseau, mais en informatique de façon générale, vous allez entendre parler du concept de ressources, ok? Le routeur fonctionne avec des ressources, la mémoire, le CPU. Donc ça, ce sont des ressources que le routeur utilise. Plus un routeur a des messages à traiter, à envoyer, ça impacte son fonctionnement. Ça impacte son fonctionnement. Alors, quelle doit être la taille d'un réseau et avant que OSPF n'ait besoin d'utiliser les zones? Une question très pertinente. Eh bien, il n'y a pas une réponse définitive à cette question, car le comportement du processus SPF dépend en grande partie de la capacité vitesse du processeur. Je ne sais pas, 2900, les routeurs 2900 que nous avons, ça fonctionne bien. Ok, rassurez-vous, les entreprises utilisent toujours ces routeurs. Ok, il y a des sociétés qui utilisent ces routeurs. Mais ces sociétés utilisent ces routeurs parce qu'ils n'ont pas beaucoup de routes. Ok, ils ont généralement une route par défaut qui pointe vers l'internet et à l'intérieur ils ont peut-être quelques subnets. Ça fonctionne bien, mais ce routeur ne peut pas fonctionner là où nous avons par exemple 500 routes. Il y aura trop d'informations, où nous avons peut-être des relations OSPF à gauche et à droite. Ce routeur sera limité. Donc ça, c'est la limite. Effectivement, va dépendre du processeur, parce que ces vieux routeurs, ces routeurs 2900 ont des processeurs qui dépendent de leur taille. Pas peut-être de leur époque, mais de leur taille. La quantité de RAM également, la taille de la base de données. En général, les réseaux plus grands que quelques dizaines de routeurs bénéficient des zones. Et certains documents au fil des ans ont répertorié 50 routeurs comme ligne de démarcation à partir de laquelle un réseau doit vraiment utiliser des zones OSPF. Je ne sais pas si c'est un key topic du point de vue de OSPF, du point de vue de Cisco, excusez. Alors, le key topic est là. Ok, je vais d'abord remonter. Ok, ce n'est pas un key topic. Ce de quoi nous sommes en train de parler là, ce n'est pas un key topic. À partir de 50 routeurs, on doit avoir au moins des zones. Par contre, ok, là c'est une seule zone. Ok, donc ce n'est pas un key topic, mais c'est important de comprendre que selon les documents, à partir de 50, on a besoin d'une zone. Les zones de OSPF. La conception de la zone suit quelques règles de base. Pour appliquer les règles, commencez par un dessin diagramme du réseau avec les routeurs et toutes les interfaces. Ensuite, choisissez la zone de chaque interface de routeur comme suit. Alors, avant d'y arriver, nous allons repartir ici. Nous allons jeter quelques routeurs sur cette sur JNS3. Je vais prendre ce routeur. Je vais l'appeler R1. Ok. Puis je vais
prendre la topologie. Je vais m'inspirer de la topologie que Cisco utilise. Allons mettre ce routeur ici. Allons l'appeler le D1, distribution 1. Distribution 1. Donc D1. Ok. Il ne veut pas changer. Donc je vais simplement dire D1. Nous aurons le D2, ok, tel qu'ils l'ont fait. Et puis nous aurons ce qu'ils ont appelé par B1. Donc ça, ce sont des branches, ok. Par exemple, des routeurs qui sont dans des branches, dans des agences. Nous allons prendre le B1. Ok. Pourquoi il ne veut pas changer ici? B1. Ok. Je vais dupliquer ce routeur. B2. B3. B4. Et nous allons mettre ceci ici. B3. Et nous aurons le D2 ici, là. Lui, il aura le B11. Il aura le B12. Il aura le B13. Et il aura également le B14. Le B14. Et ensuite, nous avons le D3 qui est en haut. Duplicate. Je vais mettre ici D4. D4. Et nous aurons besoin de deux switches. Ok. Le switch 1 ici. Et le switch 2 ici. Nous allons les connecter rapidement. 0, 0 va partir ici. 0, 1 va partir au 0, 0 du routeur. 0, 0 va partir à ce routeur. Dans deux connexions entre les switches. Nous n'allons rien configurer dans les switches. Les switches seront dans le VLAN 1. Ok. 0, 3. Et au niveau des routeurs, nous allons utiliser le 0, 1 pour partir vers le 0, 1 ici. 0, 2 vers le 0, 2. 0, 3 vers le 0, 3. Le 1, 0 vers le 1, 0. Ici, là, ce sera la même chose. Et 1, 0 vers le 1, 0. Donc, nous avons notre topologie. Nous allons démarrer ces routeurs. Nous allons configurer cette topologie rapidement. Ce ne sera pas lent. Je vais fermer tous ces routeurs. Je vais prendre mon note, mon OneNote. Je vais fermer ceci, ce n'est plus intéressant. Without saving. Donc, je vais appeler le D1, le D2, le D3, le B1, le B2, le B4, le B3, le B11, le B12, le B13, excusez. Le B13. Ok, voilà. On va attendre un peu parce que... On va mettre ça ici. Ça s'est arrêté au B12. Il a pris le D1. Apparemment, il a skip. Il est saturé là. Ok, D1. D2. Bon, ça c'est normalement le D4. Le D3 plutôt. Mais bon. Il a appelé le D4. Ce n'est pas grave. Nous allons déjà commencer dans ces routeurs. Ici, là, souvenez-vous,
il n'y a pas de... Tous sont dans le même subnet. Ça veut dire que nous allons les mettre... Nous allons garder les mêmes adresses IP que nous avons utilisées. Et ce sont les Ethernet 00. Donc, je vais prendre ceci. Pour le D1, je vais mettre dans le 1.1. Maintenant, pour faciliter la lecture du réseau, ce que je vais faire, je vais configurer des loopbacks. Je vais d'abord configurer des loopbacks pour que nous puissions savoir exactement quel routeur nous avons. Donc, je vais faire ceci. Interface, excusez. Interface LO0, IP address 1.1.1, 255.255, IP OSPF1 area 0. Et voilà. Donc ça va partir dans le routeur D1. Dans le routeur D2, le loopback sera le 222. Et son adresse sera le 2 ici. Ça c'est dans le D2. Quel est le routeur qui sera élu DR sur ce segment parmi les trois routeurs? Ok. Pour le routeur D3, le loopback sera le 333 et nous aurons ici le 3. C'est dans le D3. Okay. Et nous allons passer... Pardon? Oh, j'allais répondre à la question posée là. Oui. Le routeur qui sera élu, celui qui aura l'IP le plus grand. Ok. Nous allons voir. Maintenant, au niveau de ces interfaces, nous avons le 0.1. Ok, nous avons le 0.1 d'un côté. Et nous allons dire par exemple 1, 1. Ça c'est de ce côté, non? Nous avons déjà un loopback comme ça. Ça nous allons faire, nous allons lui donner le 1. Qu'est-ce que je vais faire? 172, 1. Sera le 252. Je prends ça, je mets du côté du routeur 1, D1 plutôt. Pour sa connexion qui va vers le B1, nous allons appeler le B1. Le B1 aura besoin d'un loopback. Nous allons lui donner le loopback. Eux, ils ont déjà utilisé le 1.1, le 2.2 et le 3.3. Lui, nous pourrons le donner juste pour faire la différence. Le 11.11, 11.11, 1. Et son interface sera le 2. Ça, c'est le B1. Et le deuxième, c'est le 0.2. Du côté du routeur D1, nous allons mettre 172.2.1.1. Du D1. Et du côté du B2, on va lui donner le 12.12.1.1 pour le loopback. 12.12.1.1. Et son adresse de routeur sera le 2. Ça, c'est du côté du B2. Et nous aurons également le D1 qui va. Ce sera le 0.3. On va nous donner le 3 ici. Et le 1. Du côté du D1. Et du côté du routeur B1, B2, je ne sais pas pourquoi ça sautait B3. Ça a inversé les choses, je ne sais pas. I don't know why, but
Ok. Anyway, lui doit être le B3 ici. Ok, donc nous allons partir dans le... Nous avons déjà mis le 3. Ici, là, ce sera le 2. Et le loopback sera le 13. 13.13.1.1. Ça, ce sera dans le B3. Et dans le B4, nous aurons le 14, 14, 1, 1. Ici, là, ce sera le 4, 2. Faire l'inverse. Je vais configurer au niveau du B4. Et du côté du D1, ce sera le 1. Je modifie simplement ici. Alors là, il y a quelque chose que je dois modifier. C'est pas le 0,3, c'est plutôt le 1,0. 1, 0. Et je dois d'abord enlever cette adresse IP. Je vais mettre non IP address. Je vais reprendre au niveau du B4. 1, 0. Et du côté du routeur, je peux mettre le 2, c'est pas grave. Le D1. Okay. Et est-ce que le B4 a eu son loopback? Oui, il a eu son loopback. Maintenant, nous allons passer du côté de ce côté. Je vais commencer ici puisque j'ai déjà le 1, 0. Ce sera le 172 14 2. Et ici, le loopback sera le 14, 14, 14, 14. Ça, c'est du côté du B14. Et nous avons du côté du D2, ce sera le 14, 1, 1. Du côté du D2, on va faire appel au 13. Son loopback sera le 13. Excusez. Sera le 13, 13, 13, 13. Okay, je pense qu'avec ce note, l'avantage est que je peux augmenter la taille, je pense. Que je peux augmenter la taille. 14, ouais. C'est ça l'avantage avec OneNote. Ok. Donc du côté du D13, le loopback c'est le 13, 13, 13. Et ici nous allons mettre 13. Et ce sera le 1, 2. On met ça dans le 13. Et du côté du D2, ce sera le 13, 1. Il ne reste que 2 connexions. Alors, ici, j'ai fait la même chose. Ici, l'interface, c'est le 0,3. 3. Donc, je vais modifier. Je vais mettre non IP address et corriger cela. Excusez, c'est... Donc, du côté du routeur, ce sera le 1. Le D2. Et nous allons passer au 0,2. Je suis en train de faire l'inverse en fait. Donc ce sera le 12. Et le loopback, nous allons le donner le 12, 12, 12, 12. Ça c'est du côté du B12. Ce sera le 2 ici. Prendre ceci. Et du côté du routeur, ce sera le 1, 1. Ce sera le D2. Et nous aurons le B11 enfin.
sera le 11. 02. Et son loopback sera le 11. 11, 11, 11. Je prends ceci. Oh, excusez, j'ai fermé le routeur en question. Ok, il est là. Et du côté du routeur, ce sera le 1. Je prends ceci. Alors, c'est la même chose, excusez, je dois modifier no IP address. C'est le 01. Et du côté du routeur, ce sera le 1. Je reviens du D2, côté du D2. Alors, là, nous allons finir avec la configuration de ce réseau. Toutes ces interfaces, nous les avons mis dans la zone 0. Ok? Si nous faisons la vérification, ce qui se passe, nous pouvons faire la vérification du côté du D4, ok? Qui est en réalité le D3. Si nous faisons end, show IP route, il doit être en mesure de prendre connaissance de toutes les routes, ok? Si nous faisons ping 14, 14, 14, 14, il doit être en mesure de ping. Il doit être en mesure de ping le 14, 14, 1, 1. S'il y a quelque chose, s'il n'arrive pas à le ping, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien configuré ici. Allons vérifier cela. Dans le B4 du show IP interface brief. Ok, le loopback est là, mais pourquoi est-ce que OSPF ne prend pas connaissance de cela? Si nous faisons du show IP OSPF neighbor, neighbor, il n'a aucune relation OSPF. Alors, nous allons vérifier que ce qui se passe. Est-ce que nous avons une relation OSPF dans le B3? Là aussi, non plus. Ici, c'est bon. Il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux routeurs, le B3. Le B1, il y a une relation OSPF. Donc, nous allons vérifier ce qui ne va pas du côté du B3. Est-ce que leur interface au niveau du B1 et comme il y avait un peu de changement de position ouais, là. Je pense, ouais. Ok, du côté du D1, nous allons valider 1010. Le 10 ici a le 172.412. Je vais simplement modifier cela. Je vais faire interface Ethernet. C'est pas le 02. Ah oui, j'avais modifié ça ici. Ok, c'est pas grave. On va dire 10. IP address. Ok, il faut faire l'inverse. Il faut partir d'abord au 03. No IP address. Et du côté du 10, faire IP address 172 3 11 255 255 252. Et repartir au niveau du 03. Modifier l'adresse IP ici. 4. Si nous repartons du côté du B3 et B4, du show IP interface brief, lui son adresse IP est du côté du 03, nous allons modifier cela. Interface Ethernet 03, no IP address. Nous allons mettre ça dans le 10. IP address 172 16 1 3 1 2 255 252. Je pense que excusez, je vais revenir ici. D1. Excusez, je pense que je me suis un peu perdu là. 1, 2, 3, 4. Ok.
du côté de l'interface 1.0, ce sera le 1. Ce sera plutôt le 3.1.1. 0.3, excusez-moi, c'est un peu... Je mettais un peu... J'avais fait une erreur sur les interfaces. Je suis en train de corriger ça. C'est un peu prêté à confusion. Ici, là, ce sera le 1.0 aura le 3.1.2. Je pense que ça, c'est ce qui est correct. 3.1.2. Et ici, là, c'est le 3.1.1. No shot, juste pour se rassurer. IP, OSPF 1 area 0. Et du côté du B3 également, no shot, IP, OSPF 1 area 0. Ok, vous voyez que c'était shutdown. Du côté du B4, nous allons faire la même chose. Configure terminal, interface Ethernet. Ici, là, c'est maintenant le 0.3. Donc, nous allons mettre no shutdown. IP address 172 4 1 2 255 12 252. Sauf si, ok, il est duplicate interface. Lorsque vous voyez duplicate, ça veut dire que cette adresse IP est déjà sur une autre interface. C'est simple, on va partir interface Ethernet. Alors, 1, 0, enlever l'adresse IP, no IP address. On repartir au 0.3, réappliquer la même adresse. Là, il va maintenant reconnaître. Le D1, dans son 0.3 de show run, ok, avec le 0.3, c'est également, avec le 1.0, c'est également fait maintenant. Ok, je pense que le routeur 1 de show IP OSPF neighbor, nous attendons à combien de voisins? 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 voisins. Donc, faites des validations lorsque vous faites des labs pour ne pas être étonné pourquoi est-ce que les pings ne marchent pas. Là, si nous repartons au niveau du D4, je pense qu'il pourra ping le 14.14.1.1, sauf si le loopback est le mauvais. Si nous repartons ici, ok, il a maintenant, ok, do show IP interface brief, ok, do show run, est-ce que le loopback est dans OSPF? J'avais mis tous les loopbacks dans OSPF, ok, do show run. Ok, le loopback est dans OSPF, il est là. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas le ping? Nous allons encore essayer au niveau du D4. Le ping ne passe pas. Pourquoi est-ce que le ping ne passe pas? Ok. Là, je vais venir ici, je vais faire clear IP OSPF 1. Clear IP, clear OSPF, clear IP OSPF 1, ok, 1, events, non, clear OSPF IP OSPF process. Okay, process 1. Yes, okay. Down supplement yes. Clear IP OSPF process. Yes, all process. Je vais revérifier si le ping va passer. Ce serait bizarre si le ping ne passe pas, mais nous allons encore revérifier.
show IP route. Il a connaissance du 13.13.1.1. Ok. Il a connaissance du... Ok, nous allons ping chaque loopback. Ok. Ping 12.12.1.1. Il arrive à ping le 12.12.1.1. 13.13.1.1. Il arrive à ping le 13.13.1.1. 11.11.1.1. Il arrive à ping le 11.11.1.1. 14.14.1.1. Il arrive à ping le 14.14.1.1. Pourtant, c'est le loopback qui est ici. Show route. Ok, c'est le 14.14.1 qui est ici. Pourquoi le D4 n'arrive pas à le ping? Et pourtant, il a une relation avec le... Ok, nous allons faire ceci. Clear IP OSPF process. Yes. Si nous vérifions du show IP OSPF neighbor, show IP OSPF neighbor, sa relation va vers le 13, 12, 11, 11, pas avec le 14. Il n'a pas, en fait, il n'y a pas de relation OSPF ici. Je me trompais en fait. Ah, ok. Ouais, donc si nous revérifions, configure terminal, interface Ethernet 03, do show LAN. Le 03 n'a pas encore la bonne adresse IP. Ok. IP address, ça doit être le 172 4, je pense. Ok, ça doit être le 4 1 1. Je pense que ça va résoudre notre problème. La relation s'est créée. Si nous repartons ici, le ping peut maintenant passer, ok? Pourquoi est-ce que ces pings ont échoué? Les premiers pings ont échoué. Ok, 5 pings ont échoué, mais après, lorsque nous avons refait le ping, c'est passé. C'est simplement le temps de convergence, souvenez-vous, ok? Le réseau doit reconverger, ok? Une relation OSPF venait de se créer entre le D1 et le B4. Le temps que les bases de données s'échangent entre ces routeurs, le ping ne peut pas passer, ok? Donc, lorsque nous avons refait le ping est passé. C'est le temps de convergence. Maintenant, pour revenir sur le concept de la base de données, faisons show IP OSPF database, ok? Database. Il y a quelque chose que nous étions ajouté, nous étions en train d'ajouter. Ok, database. Router. Ok. Bon, ça c'est trop long. C'est pas ce que je cherche de toutes les façons. Avec database, nous voyons que le routeur 1, lorsque tous les routeurs sont dans la même zone, par principe, ils auront une même base de données. Donc, ce que nous avons dans le routeur 1, dans le routeur D1 plutôt, c'est ce que nous allons retrouver dans le routeur B12 par exemple. Si nous partons dans B12, show IP OSPF database, ce sont les mêmes informations. Okay? Nous n'avons pas le temps de vraiment parcourir, mais
nous voyons que 1, 2, 3, 3, 3, 11, 11, 1, 11, 11, 12, 12, 1, 1, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 1, 13, 13, 14, 14. Si nous revenons ici au niveau du D2, D1 plutôt, c'est les mêmes informations que nous avons ici. Donc, tous ces routeurs, vu qu'ils sont dans la même zone, ils partagent la même base de données. Du coup, lorsque quelque chose change, nous n'avons pas ajouté ces interfaces. On pouvait encore ajouter ces interfaces. C'est une perte de temps, mais nous savons que ces interfaces seront OSPF, des routes vont s'ajouter. Et voilà, la base de données, en termes de nombre de connexions, va augmenter. Le plus important ici, c'est de repartir sur le concept de zone. OK. Maintenant que nous avons notre topologie. Alors, la conception de la zone suit quelques règles de base. Pour appliquer les règles, commencez par un dessin, un diagramme, donc ce qu'on appelle un network diagram ou encore un dessin réseau. Un diagramme du réseau. Avec les routeurs et toutes les interfaces, donc vous devez avoir un dessin comme celui avec le routeur et les interfaces. Ensuite, choisissez la route de chaque interface de routeur. OK? Chaque interface de routeur. Placez toutes les interfaces connectées au même sous-réseau dans la même zone. Qu'est-ce que cela veut dire? Les interfaces qui sont connectées dans le même sous-réseau, dans le contexte de notre topologie, ce sont ces interfaces. Ce segment est dans le même sous-réseau, ce segment est dans le même sous-réseau, ce segment est dans le même sous-réseau. Excusez, ce segment est dans le même sous-réseau, 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 ce segment est dans le même sous-réseau parce que tous sont dans le même subnet. OK? Connectés. Donc, en d'autres termes, si nous mettons cette interface dans la zone 1, cette interface doit également être dans la zone 1. Nous ne pouvons pas faire que ici, par exemple, nous mettons dans la zone 1 et ici, nous mettons dans la zone 2. La relation OSPF ne va pas se créer. Deuxième principe. Une zone doit être contiguë. Continue. Nous allons voir ce que cela signifie. Certains routeurs peuvent être internes à une zone avec toutes les interfaces affectées à cette zone unique. Certains routeurs peuvent être des routeurs de bordure de zone, ce qu'on appelle des ABR. Les ABR, c'est simplement des Area Border Router en anglais. Donc, des routeurs qui sont entre plusieurs zones. Car certaines interfaces se connectent au backbone area et certains se connectent à des non-backbone area. Alors, ça c'est quelque chose, nous avons déjà beaucoup configuré, mais c'est quelque chose que je voulais également souligner. Nous allons d'abord continuer. Je pense que cela sera précis. Ok. Pour certains routeurs peuvent être des routeurs de bordure de zone, donc des ABR, car certaines interfaces se connectent au backbone area, certains se connectent au non-backbone area. Le backbone area, notez-le de façon simple, le backbone area, ok, backbone area, c'est la zone 0. Donc tout ce temps que nous étions en train de commettre les interfaces dans la zone 0, selon OSPF, la zone 0, c'est le backbone area. Et les autres zones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à combien? C'est des non-backbone area. Toutes les non-backbone area doivent avoir un chemin pour atteindre le backbone area. En ayant au moins un ABR connecté à la fois au backbone area et au non-backbone area. Alors, ici, nous avons une topologie modifiée. C'est la même topologie qui est modifiée. OK? Nous avons maintenant le D3. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas être appelé D3. OK, il a accepté. Nous avons le D3 qui est un backbone router. Il est backbone router parce que toutes ces interfaces sont dans la zone 0.
Donc, pour mettre un dessin ici, si nous faisons faire ceci, pour le lower one style, je vais rapidement fill color, ok. Ok. Donc, en haut, nous avons ce que nous appelons ici le backbone area. Area 0, en d'autres termes, backbone area. Ok? Backbone. Mettons simplement backbone tel que Cisco l'a fait. Le area 0, c'est le backbone. C'est la colonne vertébrale. Après, on nous dit que donc le routeur 3, vu que toutes ces interfaces excusez, mon réseau n'est pas stable aujourd'hui. Donc, le routeur D3, vu que toutes ces interfaces sont dans le backbone area, est appelé backbone router. Ok? Nous allons le noter. Toutes ces interfaces sont dans le backbone area. Donc, c'est un backbone router. Backbone router. Maintenant, nous avons les routeurs D1 et D2 qui font partie de qui sont connectés à deux zones. Ok? Une interface connectée à la zone 0, le backbone, et une autre interface, et d'autres interfaces plutôt. Pour le D1, il y a d'autres interfaces qui sont connectées à la zone 1. Pour le D2, il y a d'autres interfaces qui sont connectées à la zone 2. Donc, allons faire ceci. Nous allons ajouter un truc ici pour la zone 1. Okay. J'ai comme l'impression que mon PC est en train de tâtonner. Ok. Ok. Duplicate. Mettre ça ici. Faire, je vais lowercase ici. Oh. Lower layer. Lower one layer. Lower one layer. Lower one layer. Ok. Donc ici nous avons le area 1. Alors ici il a mis le jaune. Nous allons mettre le jaune. Cliquez. Là, ok. Et ici, style. Couleur c'est le bleu. Ici c'est la zone 2. Apply. Ok. Donc, nous allons dire que ici nous sommes la zone 1. Là, je vais simplement mettre area 1. Ok. Et ici, nous avons le area 2. Donc là, ce sont les zones que nous avons. Et du coup, les routeurs D1 et D2, vu qu'ils ont des interfaces dans plusieurs zones, ces routeurs sont appelés des ABR, des Area Border Router. On va le noter ici. Area Border Router. Ça sera le cas pour les deux. Duplicate. Oh, c'est pas toi que je veux duplicate. Delete. Ok. Area Border Router. Area Border Router. Pour le D1 et le D2. Les routeurs B1 à B4, vu qu'ils sont dans une zone non backbone, sont appelés des internal routers.
ici nous avons des internal routers. Ces routeurs, tous ces routeurs sont des internal routers. Je vais dupliquer ceci également ici. Donc là, nous avons un peu un schéma qui nous montre comment est-ce que sont appelés ces routeurs. Donc pour venir ici un résumé, Area Border Router. An OSPF router with interfaces connected to the backbone area and to at least one other area. Donc, un Area Border Router, c'est un routeur qui a au moins une interface connectée au backbone area et les autres interfaces à d'autres zones. Le backbone router est router connected to the backbone router. OK? Le internal router est router in one area, not the backbone router. Comme les B1, B2, B11, ce sont des internal routers. Ils ne sont pas connectés au backbone. Donc, ils sont connectés à une zone spécifique. 1, 2, 3, ainsi de suite. Le backbone area est special OSPF area to which all other areas must connect. Ça, c'est très important. Toutes les autres zones doivent se connecter au backbone area. Et nous avons maintenant d'autres concepts tels que le intra-area route et route to a subnet inside the same area as the router. En d'autres termes, une route qui va du B1 vers le B4, ok, c'est un intra-area router parce que ça se limite, c'est une route qui est dans la même zone, ok, qui quitte un routeur vers un autre routeur qui est dans la même zone. Inter-area route plutôt, et route to a subnet in an area of which router is not part, ok. En d'autres termes, si une route quitte le B1 vers le B11, ce sera un inter-area, ok, interzone ou bien intrazone. Donc, nous allons également noter cela ici parce que c'est très important. Donc ici, nous avons inter-area route. Route allant d'une zone à une autre. Inter-area route. Et nous aurons le inter-area, une route, intra plutôt area, une route qui se limite dans une même zone. Pour comprendre comment les zones réduisent le travail de SPF, que SPF doit faire, vous devez comprendre ce qui change dans la base de données à l'intérieur d'une zone, à la suite de la conception, donc la création d'une zone. Comment est-ce que le travail de SPF change? SPF passe la majeure partie de son travail à travailler sur tous les détails de la topologie, à savoir les routeurs et les liens qui relient les routeurs. Les zones réduisent la charge de travail de SPF car pour une zone, la base de données ne répertorie que les routeurs et les liens à l'intérieur de chaque zone. Donc la base de données, maintenant que nous avons séparé les zones, nous n'avons plus qu'une seule base de données. Comme avant, nous avons maintenant une base de données pour la zone 1, une base de données pour la zone 2, et une base de données. Continuons. Donc, ici, nous avons la base de données pour la zone 1. Nous le voyons. Ce sera la même chose pour la zone 2. Bien que la base de données ait moins d'informations sur la topologie, elle doit toujours avoir des informations sur tous les sous-réseaux et toutes les zones plutôt, afin que chaque routeur puisse créer des routes IPv4 pour tous les sous-réseaux. Alors que la création des zones OSPF v2 utilise des informations récapitulatives très brèves sur les sous-réseaux qui sont dans d'autres sous-réseaux. C'est résumé et les ça. Alors, donc, à l'intérieur d'une zone, la base de données a des informations détaillées sur les sous-réseaux, ok, qui sont dans la même zone. Alors que
avec la création des zones, OSPF utilise des informations récapitulatives très brèves sur les sous-réseaux qui sont dans notre zone. Donc la base de données de la zone 1 aura des détails sur sa propre zone avec quelques informations brèves sur la zone 2. Ces résumés LSA n'incluent pas des informations topologiques sur les autres zones. Pourtant, chaque résumé LSA répertorie un ID de sous-réseau, Subnet ID, et le masque d'un sous-réseau se trouvant dans une autre zone. Ces résumés de LSA ne nécessitent pas beaucoup de traitement SPF. Au lieu de cela, ces sous-réseaux apparaissent tous comme des sous-réseaux connectés à l'ABA. Ce que cette partie dit est très importante. La zone 1, nous aurons une base de données, une LSDB. Pour la zone 1, ok, qui sera détaillée. Et il y aura également un résumé des informations de la zone 2. Lui, il fera la même chose. LSDB, base de données zone 2, des informations détaillées sur la zone et un résumé des informations de la zone 1. Ok? Donc ça c'est le principe. Comment les zones réduisent le travail? L'utilisation des zones améliore les opérations OSPF de plusieurs manières pour les grands réseaux. La liste suivante résume certains des points clés plaidant en faveur de l'utilisation de plusieurs zones dans les réseaux OSPF de grande taille. Quels sont ces éléments? Les routeurs nécessitent moins de cycles CPU pour traiter la base de données de chaque zone avec l'algorithme SPF, réduisant la charge CPU en améliorant le temps de convergence. La base de données d'une petite zone nécessite moins de mémoire. Okay? Moins de mémoire pour le routeur. Les modifications du réseau, excusez, par exemple, les liaisons défaillantes rétablies nécessitent des calculs SPF uniquement sur les routeurs dans la zone où la liaison a changé d'état, ce qui réduit le nombre de routeurs qui doivent réexécuter SPF. Alors ça, c'est un élément qui est également important. Si quelque chose change, cette connexion est down, il n'y a que le routeur 1, le B2, le B3 et le B4 qui vont recalculer parce que cette interface est dans la zone 1. Vice-versa, c'est la même chose si ça se passe dans la zone 2. Moins d'informations doivent être annoncées dans les zones, ce qui réduit la bande passante nécessaire pour échanger les LSA. Alors, Link State Advertisement, c'est un autre concept. La topologie d'une zone inclut les routeurs et liens entre les routeurs. En fait, OSPF définit les deux premiers types de LSA pour définir les détails comme suit. Donc là maintenant, souvenez-vous que nous avons déjà vu les states de OSPF, ok, down, two-way, exchange, start, loading, full, ok, nous avons vu ces states. Il y a également les link state advertisement, donc les route LSC, on appelle ça les LSC. Vous allez plus entendre parler de LSC. Donc, il y a d'abord le route LSC pour chaque routeur de la zone. Ensuite, nous avons le network LSC pour chaque réseau qui a un DR plus un voisin du DR. Ensuite, pensez aux sous-réseaux dans les autres zones. L'ABR crée des informations récapitulatives sur chaque sous-réseau dans une zone pour publier dans d'autres zones. Essentiellement uniquement les ID de sous-réseau, Subnet et Mask en tant que troisième type de LSA. Donc un summary LSC pour chaque ID de sous-réseau qui existe dans une zone différente. Je pense qu'il y a des détails sur ça. Ok. Donc pour partir doucement, le premier type de LSA, nous avons vu que c'est le route LSC. Ok. Route LSC,
son rôle, son purpose, describe a router. Il décrit le routeur. Le contenu de ce LSA. Le RID, donc l'identifiant OSPF du routeur, les interfaces OSPF, les adresses IP et masques, et le statut de l'interface. Si nous venons, je pense que si nous venons ici, ok, ici ça nous donne quelques informations, bref, mais si nous faisons router, remarquez que c'est ce que nous voyons ici, ok. Router link state, on nous donne tous ces détails. LS Edge option, LS type, link state, advertising router, ainsi de suite. Si nous descendons, ça c'est pour ce que nous avons ici, LS Edge, ok. Ce que nous allons faire, nous allons rapidement changer ces routeurs de zone, ok. Rapidement, nous allons partir dans ces routeurs, nous allons partir dans les D1 par exemple. Configure terminal, interface Ethernet, c'était le 01, ok. IP OSPF 1 area 1, et il y avait le 02 area 1, il y a le 03 area 1 et il y a le 10 area 1. Pourquoi est-ce que la relation OSPF se détache? Parce que nous nous retrouvons dans une situation où ces interfaces sont maintenant dans la zone 1 et ces interfaces ici sont toujours dans la zone 0. C'est ce qu'on appelle un area mismatch. Vous allez voir ce concept. Area, souvenez-vous du duplex mismatch. Il y a aussi dans OSPF ce qu'on appelle le area mismatch. Mismatch, c'est simplement parce que nous avons d'un côté des interfaces qui sont dans la zone 1 et de l'autre côté des interfaces qui sont dans la zone 0. Donc nous allons partir dans le B1 en faire, nous sommes toujours dans l'interface avec IP OSPF 1 area 1. Dans le B2 nous allons faire la même chose, area 1. Dans le B3 configure terminal, ici là do show IP interface brief, ici là c'est le 03 interface Ethernet 03 IP OSPF 1 area 1. Excusez. B3. Oh, c'est le 1-0, excusez. 1-0. 1-0. Voilà. Ok, voilà. C'est quelque chose qui doit attirer notre attention. Ok, lorsque j'ai configuré, le routeur me dit OSPF will not operate on this interface until IP is configured on it. C'est là que je me suis rendu compte que cette interface n'est pas OSPF, parce que OSPF me dit qu'il n'y a pas une adresse IP. Donc du coup, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne interface, et l'interface correcte c'est le Ethernet 010 et la relation s'est établie. Ici, ce sera la même chose. Donc ici, je pense que c'est le 03. Interface Ethernet 03. IP OSPF 1 area 1. Donc, toutes ces interfaces sont maintenant dans la zone 1. Donc, la zone 1 a été configurée avec succès. Ici, là, au niveau du D2, ce sera interface Ethernet 01 IP OSPF 1 area 2, ça c'est la zone 2. Il y a le 02 area 2 également, excusez. Il y a le 03 area 2 et il y a le 10 area 2. Nous allons modifier du côté des B14 jusqu'à 11 également.
2 plutôt. 2. Oh, je dois partir en mode de configuration. Configure terminal interface Ethernet. Ici, là, c'est l'interface Ethernet 02. Area 2. Ça doit revenir si c'est correct. La relation OSPF. Oh. Pourquoi ça ne se rétablit pas? Le show IP interface brief. Je vais configurer dans le 02. Ok. Area 1, 02. Ok. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est pas encore rétabli. Ici également, nous allons faire la même chose. IP OSPF 1, Area 2. Tout est corrigé ici. Le B12 ne se corrige pas. Do show IP OSPF neighbor. Oh, la relation vient de s'établir. Ok. Alors, là, si nous repartons maintenant, par exemple, du côté du D1, ok, qui est un EBR, donc qui est connecté au backbone et à la zone 1. Si je fais AND, je fais show IP OSPF database. Remarquez qu'il a maintenant, ok, avant lorsque nous avions vérifié, si je remonte, il avait le OSPF, le router link state et le net link state, ok? Ça s'arrêtait là, ok? Ça s'arrêtait là. Maintenant que nous avons créé des zones, si nous repartons pour faire la différence, nous avons maintenant le router link state, le network link state, nous avons le summary network link state de la zone 0, ok? Summary link state de la zone 0. Nous avons le router link state de la zone 1. Nous avons le network link state de la zone 1. Nous avons le summary link state de la zone 1. Nous avons... Ça s'arrête là, ok? Il ne prend rien de la zone 2, il a simplement, je pense, le summary network link state du EBR. Je pense que c'est ici qu'il va. Allons vérifier cela. Ok. Remarquez ici, il a des informations sur les router ID de la zone 2, ok? Parce que ça, c'est le router ID du B11, router ID de B12, B13 et ainsi de suite. Donc, ici, ce sont les informations de la zone 0 qu'il a. Router link state de la zone 0, du backbone. Summary link state. Ici, là, il n'a que les informations de la zone 0 et ainsi de suite. Et ici, il n'a que les informations de la zone 1 telle que nous le voyons. Zone 1 uniquement. Zone 1. Ce sera la même chose que le routeur D2 va nous montrer. Il y aura une petite différence. Show IP OSPF database. Lui, il va avoir les informations de la zone 0, puis des informations de la zone 2. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du D3 qui n'est que dans la zone 0, le backbone? Si je fais show IP OSPF database, amusez-vous avec cette commande. Lui, il n'a que les informations de la zone 0. Qu'est-ce que le B1 aura par exemple? Si nous venons au B1 qui est totalement dans la zone 1, show IP OSPF database, il a des informations de la zone 0, ok? Et puis il a des informations de la zone 1. Et le B2, le B11 qui est totalement dans la zone 2 aura à peu près la même chose que le B1. Show IP OSPF database, il a des informations de la zone 0,
Voilà pourquoi la zone 0, c'est le backbone. Donc, tous les routeurs ont des informations concernant la zone 0. En fait, si on peut vraiment faire analyser, c'est comme un point de rendez-vous, ok, pour toutes les zones. Voilà pourquoi toutes les zones ont besoin des informations sur la zone 0. Donc, le router LSC, ce que nous étions en train de vérifier, là nous avons vu juste le résumé. Je pense que si je reviens ici, si j'ajoute router, nous allons voir plus de détails. Router link state area 0. Je ne sais pas s'il va ajouter cela dans ce sens. Ok, router link state area 2. Ok, area 2. C'est ce que cette théorie dit. Ok, il y a un résumé des informations de la zone 2. Maintenant, pour le router link, pour le router LSC, donc le router LSC qui décrit le routeur. Si nous revenons ici, vous allez comprendre. Nous allons voir ensemble. Si je reviens ici, ok, router link state, il y a des informations de chaque routeur. Le routeur 111, c'est le D1. Le routeur 222, c'est le D2. Le routeur 333, c'est le D3. Ensuite, le routeur 111111, c'est le routeur B1. Le routeur 111111, c'est le routeur B11. Ok. Ensuite, il y a le 121211, c'est le B2. Ok, je pense que ici on peut se limiter à la commande database. Tel que nous voyons, nous avons la description de chaque routeur et le nombre d'interfaces. En fait, lorsque nous ajoutons routeur, ça nous donne plus de détails. Network, donc le network LSC, donc type 2. Alors là aussi, c'est un élément que je dois préciser. Vous pouvez partir, les professionnels vont vous dire le type 2 LSC c'est quoi? Ok, c'est comme ça qu'ils posent les questions aux interviews. Le type 2 LSC c'est quoi? Le type 1 LSC c'est quoi? Le type 1 c'est le router LSC. Le type 2 c'est le network LSC. Le type 3 c'est le summary LSC. En fait, il y en a 7 ou 9 je pense. Pour l'instant, on s'arrête à 3. Donc le type 1 c'est le router LSC qui décrit le routeur. Le RID, les interfaces, l'adresse IP mask, le statut des interfaces. Le type 2, c'est le network LSC qui décrit describe a network that has a DR, qui décrit un réseau qui a un DR. Le DR, le BDR, l'adresse IP du DR et du BDR et le subnet ID mask. Ça, c'est le network 2 LSC. Maintenant, le summary LSC describe a subnet in another area. Le summary LSC, c'est le LSA qui décrit les informations qui sont des subnets qui sont dans d'autres zones. Donc, si nous revenons ici, je pense que ça... ok. OSPF a besoin des informations topologiques très détaillées à l'intérieur de chaque zone. Les routeurs à l'intérieur de la zone X ont besoin de connaître tous les détails sur la topologie à l'intérieur de la zone X. Les mécanismes qui permettent aux routeurs de prendre connaissance de ces détails est la création, le mécanisme plutôt, est la création et la propagation du LSA type 1, router LSC, et le LSA type 2, network LSC par le routeur. Donc le routeur crée ces LSC et les propage. Les routeurs LSC également appelés LSC de type 1 décrivent le routeur en détail. Chaque LSA de type 1 répertorie les router ID, ses interfaces, ses adresses et masques, le statut des interfaces et des notes sur ce que le routeur connaît à propos de chaque voisin via ses interfaces. Donc si nous revenons ici, router link state, et ici c'est le routeur 111
Le 111, c'est le D1. On nous dit qu'il a 3 interfaces OSPF pour la zone 0. OK? 3 interfaces OSPF pour la zone 0. 3 interfaces. Donc, je pense qu'il y a lui-même et il y a un autre qui va. Les deux autres vont vers les... Je pense que le D1 et plutôt le D2 et le D3. Maintenant, si nous descendons, je pense qu'il aura encore le... Alors ça a décrit pour le routeur, le D2. Le D2 n'a que 2 interfaces. Il y a quelque chose qui est bizarre ici, là. Pour le routeur D1, je pense qu'il ne devait avoir que 2 connexions OSPF. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il en a 3. 172.4.1. Si nous faisons du show IP OSPF neighbor, je pense qu'il a une interface qui n'est pas totalement dans la zone 0 du point de vue du D1, je pense. Parce que le D2, souvenez-vous, le D2 c'est... Oh, je suis dans le D2, excusez. Show IP OSPF database router. Donc le routeur 1 a 3 interfaces, 3 links. OK? Et le routeur 2 du point de vue du D1 a le D2 du point de vue du D1 a 2 links. Et ok. Qui a compris? En fait, nous avons le loopback, ok, et les adresses physiques pour chaque routeur. Le D1, par exemple, dans la zone 0, souvenez-vous, parce que c'est là où j'étais en train de... Je me suis un peu posé des questions. Pourquoi est-ce que le routeur D1 a 3 links dans la zone 0? C'est simplement parce que si nous partons à la topologie, souvenez-vous, je vais effacer. Ok. Il y a la connexion vers le D1 qui est dans OSPF, la connexion vers le D3 qui est dans OSPF. Il y a également le loopback, ok, l'adresse loopback qui est dans OSPF. Ici, nous avons également le loopback qui est dans le loopback 0, excusez. Loopback 0. Les deux loopbacks sont également dans OSPF. Ça veut dire que c'est le D1 et le D2 ont 3 connexions dans la zone 0. Donc voilà, c'est ce que nous avons ici. Maintenant, après, lorsque nous descendons, après ils ont le D3 qui a également 2 connexions dans la zone 0 de leur point de vue. Et puis, pour le 11.11.1.1, le 11.11.1.1 a également le loopback et l'interface physique. C'est comme ça que nous pouvons voir ça. Lorsque nous analysons cette commande. Les routeurs LSA également appelés LSA de type 1 décrivent le routeur en détail. Chaque LSA de type 1 répertorie les RID, ses interfaces, ses adresses et masques, le statut des interfaces et des notes sur ce que le routeur connaît à propos de chaque voisin via ses interfaces. Donc ça c'est un peu la topologie qui est utilisée pour cette partie. Ça c'est une autre partie. Ça c'est une autre partie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça se retrouve ici. Avec la conception à zone unique prévue pour ce type de réseau, la base de données contiendra 4 LSA de routeurs. Bon, là je pense que il faut c'est une autre topologie selon le manuel. Je vais repartir pour valider cela.
Ok, voilà pourquoi je me suis dit, ok, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ils sont en train maintenant de parler, de faire référence à cette topologie. Donc, avec la conception à zone unique prévue pour ce type de réseau, la base de données contiendra 4 LSA de routeurs. 4 LSA de routeurs, simplement parce que si nous revenons ici, nous avons le routeur 1, 2, 3, 4. Donc, il y aura 4 Type 1 LSA, parce que chaque routeur va créer un LSA de type 1, donc le router LSA. Avec son propre RID comme identifiant LSA. Le LSA répertorie les interfaces du routeur, les adresses IP masques. Une fois que les 4 routeurs ont des copies des LSA de routeurs, SPF peut analyser mathématiquement les LSA pour créer un modèle. Notez que le dessin montre chaque routeur avec une valeur RID évidente. Chaque routeur a des pointeurs qui représentent chacune de ces interfaces et parce que les LSA identifient les voisins, SPF peut déterminer quelles interfaces se connectent à quel autre routeur. Ici, là, donc, ce sont les LSA, les interfaces OSPF de ces routeurs. Donc, nous sommes pratiquement à la fin par rapport à cela. Nous allons revenir un peu frais prochainement pour finaliser cette partie.